Nos grandes gueules sont au rendez-vous, j'espère que vous aussi. Une heure de débat et d'opinion entre la France et Israël, et même ce soir avec la Suisse. Nous voici, nous voilà. Bienvenue dans les GGM. Il n'y aura pas de passeport sanitaire facilitant les allers-retours entre la France et Israël. Paris préfère attendre une réponse européenne. Mais la France ne devrait-elle pas s'émanciper de Bruxelles pour sa politique vaccinale? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. Nous parlerons également côté israélien de ces soignants à l'hôpital Hadassah qui refusent de se faire vacciner. La Suisse a dit non dimanche à la burqa dans les lieux publics, mais plusieurs associations juives dénoncent cette décision. Comment des juifs se retrouvent-ils à défendre la burqa? Eh bien, nous leur poserons la question ce soir. Enfin, le Qatar accueille en 2022 une Coupe du Monde contestée. 6500 ouvriers seraient morts sur les chantiers, mais la France confirme sa présence. Le pays des droits de l'homme n'aurait-il pas dû boycotter l'événement? Nous vous avons posé la question sur Twitter et Instagram. Nous la poserons également à nos grandes gueules. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bonsoir Noémie. Et bonsoir à nos grandes gueules de ce mercredi, Laurent Siget, bonsoir mon cher Laurent, membre du parti Avoda, David Vaoui, bonsoir. Bonsoir. Avocat, merci d'être avec nous. Je salue également en direct avec nous à Paris, Lydia Guirous. Bonsoir ma chère Lydia. J'en profite pour rappeler la sortie de votre dernier ouvrage pour lequel nous avons parlé ensemble il y a une dizaine de jours, Assimilation, en finir avec ce tabou français. Et puis votre précédent livre, ça n'a rien à voir avec l'islam, fait aussi son retour en librairie. D'ailleurs on en parlera ensemble tout à l'heure ma chère Lydia. Je salue également Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés. Bonsoir Laurent et merci d'être avec nous ce soir dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Allez, pénétrons tous ensemble maintenant au pays de Bibi. Et pour commencer, évoquons cette déception pour tous ceux qui espéraient la création d'un passeport sanitaire entre Paris et Tel Aviv. La France refuse l'idée d'un accord qui aurait permis aux personnes vaccinées de voyager plus facilement entre les deux pays. Benyamin Netanyahou l'avait proposé, mais Paris souhaite une décision européenne, de quoi provoquer la colère de Meir Habib, député des Français de l'étranger. Il était il y a une demi-heure dans le prime de Jean-Charles Banou. Très surpris, je suis un petit peu même abasourdi, c'est des termes pour le moins pas très diplomatiques. Je ne peux pas croire que le président Macron ait validé cela. La Grèce, Chypre, le Danemark, l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie, ça fait 6 pays européens et pas des moindres, qui veulent un partenariat avec Israël. Et moi, évidemment, député des Français d'Israël, je voudrais, parce que je crois que c'est l'intérêt de la France, et pourquoi pas aussi l'intérêt d'Israël. C'est un intérêt mutuel, gagnant-gagnant. Israël sont les winners en termes de vaccination. C'est eux qui prendraient les risques s'ils ouvraient leurs frontières aux Français alors qu'on est beaucoup moins vaccinés. On va pas. Et là, je dis vraiment, je ne vous cache pas, en général, le président de la République répond. On peut imaginer de dire on va essayer de faire ça de façon européenne. Mais là, je rappelle que l'Europe a échoué. Alors, l'Europe a-t-elle échoué? Laurent Siget, la réponse de la France est assez sèche ce soir. Il n'a pas parlé un petit peu trop vite, Benyamin Netanyahou? C'est ça, à son habitude, mais indépendamment de Benyamin Netanyahou, d'abord, c'est regrettable pour tous les binationaux français et israéliens qui habitent ici, qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière. C'est dommage, étant moi-même marié avec une binationale, donc je sais exactement le genre de problème que ça engendre. Voilà, son fils voulait repartir, maintenant il étudie ici, il voulait repartir à Strasbourg. Il n'a pas pu, donc c'est vraiment un problème. Mais ce que M. Meir Habib n'a pas tout à fait compris, parce qu'il a cité une série de pays, il y a quand même une chose, je ne vais pas faire l'avocat du diable de Macron et de la France, mais il est clair qu'un grand pays, de type la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ne va pas accepter une négociation bilatérale seulement avec Israël. Il est clair que pour un pays tel que la France... La Hongrie, mais la Hongrie, la tous Grèce, les pays qui ont été cités, non plus. Ce sont des petits pays ou des pays de taille moyenne ou des pays qui ont une politique anti-européenne et qui essaient de se dégager actuellement et à partir de combien d'habitants pour vous c'est bon niveau? Il est clair que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne veulent faire une politique de type européenne. Ça aurait été logique aussi de le faire au niveau des vaccins. Ça n'a pas été fait. Que ce soit fait maintenant qu'on essaie de le faire au niveau des passeports européens, je pense que c'est une bonne chose. Et je ne parle pas en tant qu'Israélien, je parle en tant qu'Européen. Je pense qu'il faut coordonner une politique européenne. Sinon, vous êtes pour la politique européenne, celle qui a conduit aujourd'hui
aujourd'hui à ce refroidissement français. Bien sûr, je suis pour une politique européenne qui permettrait d'acheter en masse des vaccins et de les distribuer, qui permettrait d'avoir un meilleur prix. Ça aurait dû être fait. D'ailleurs, ça réussit depuis le début des semaines. Ça nous a réussi à nous, à petit niveau, ça aurait dû réussir au niveau européen. Ça n'a pas été fait. Maintenant qu'il faut au moins que le passeport européen puisse être accepté dans la totalité des pays. Vous imaginez bien qu'il n'est pas possible de voyager de la Belgique en France et de France en Italie si on n'accepte pas le même passeport, la même pièce d'identité. Ce n'est pas possible. Donc ça doit être fait. Il faut mettre un tout petit peu de côté la colère de M. Meir Habib. Et puis, bon, la Hongrie, elle n'est pas très européenne. Les autres, Chypre et la Grèce ont des intérêts communs, qu'ils soient militaires ou économiques avec nous face à la Turquie. Donc, je veux dire, il y a des choses David Jaoui. différentes. C'est un coup de com' raté. Pour rebondir sur ce que dit Laurent, oui, on voit un peu que la crise de la Corona met à l'épreuve un peu l'Union européenne dans son unité et on commence à voir des éclatements. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est de revenir un peu sur ce qu'a dit Bibi Netanyahou et sur la plateforme sur laquelle il a décidé un peu d'étendre sa main. On voit un Netanyahou en pleine période électorale et il a besoin de marquer encore des points. Il s'adresse à un public visiblement francophone. Allez, je leur tends une petite perche. Et je peux comprendre. Non, mais attendez, ça avait du sens. C'est pas seulement électoraliste. Non, mais ça a du sens, mais c'est pas comme ça. C'est un peu, ça me rappelle un peu la diplomatie Twitter sous Donald Trump, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme ça que l'on s'adresse à des pays. Je pense que certainement pas des grands pays. Et surtout s'adresser à la France en leur disant voilà, on va faire le passeport vert, faites le passeport avec vous. C'était un langage c'était une façon un peu taquine de s'adresser. C'est l'air de dire regardez, nous on gère bien nos vaccins. Et pourquoi la Grèce accepte, pourquoi Chypre accepte? On est pas juste parce que ce sont des petits pays. Parce que nous avons les mêmes intérêts militaires, économiques avec la Grèce et il n'y a pas d'intérêt avec la France. Moins. Il y a moins d'intérêt avec la France. Régionalement, moins. Je l'entends Paris. Il n'avait pas de vraie volonté diplomatique derrière ça. Je pense que c'était juste une phrase médiatique. Ouais. C'était juste un coup médiatique. Laurent Geoffrin, cette réponse française, on a l'impression que la France aujourd'hui est complètement prisonnière de l'Europe en disant ben voilà, si c'est pas une décision avec Bruxelles, ben on fait rien. Moi, je suis très européen, donc ça ne me choque pas de se coordonner avec nos partenaires. C'est une chose qu'on fait habituellement. Parfois, ça se passe bien, parfois, ça se passe moins bien. Et je récuse les réquisitoires anti-européens sur cette question, parce que rien ne se fait à Bruxelles qui ne soit décidé, en fait, par la conjonction des gouvernements nationaux, où il y a un Conseil européen qui est composé des chefs d'État ou des ministres des nations. Mais il y a des pays qui valent plus que d'autres. Il y a des pays qui valent plus d'autres que d'autres. Qui décident de tout et qui imposent ça aux autres pays. Il y a des pays qui ont un poids plus important. L'Allemagne, la France et l'Angleterre, c'est pas Chypre et c'est pas le Danemark. Je veux dire, il faut quand même rester honnête. Laurent Geoffrin, lui, ne fait pas. Laurent, vous faites pas le distinguo selon la taille du pays. Pourtant, ici, on voit que depuis 48 heures, certains pays signent les uns après les autres des accords avec Israël, pays européens, justement. Mais simplement. Je considère comme assez logique de se concerter avec nos partenaires pour prendre une décision commune. C'est une chose qu'on fait souvent. Et en plus, comme il y a une libre circulation, enfin moins en ce moment à cause du virus, mais enfin, en temps normal, il y a une libre circulation, donc il vaut mieux se concerter pour savoir quelle est la politique d'accueil des gens qui viennent de l'extérieur de l'espace européen. On forme un ensemble. Bon, voilà. Ça a parfois des inconvénients, c'est vrai. Européiste convaincu. Lydia Guérousse, vous, c'est l'idée même de ce passeport vaccinal qui vous pose problème? Oui, oui, moi, c'est l'idée de ce passeport vaccinal. Je pense qu'il y a quelque part quelque chose d'assez discriminant, puisque la vaccination en France, elle concerne plutôt les personnes les plus âgées. Donc pour les jeunes, ils ne sont pas prêts de pouvoir avoir accès à ce passeport vaccinal. Je pense aussi aux pays les moins développés qui vont être d'une certaine manière assignés à résidence, puisqu'il n'y a pas de dose, il n'y a pas de vaccin, donc ils ne vont pas pouvoir quitter leur pays. Et en France, il y a l'HAS, la Haute Autorité de Santé Publique, qui dit que c'est un débat beaucoup trop prématuré aujourd'hui, parce que les vaccins
vaccin n'empêche pas la contagiosité, en fait. Donc, c'est trop prématuré par rapport à la nature des vaccins qu'on a aujourd'hui de demander un passeport vaccinal. Et je ne crois pas que ça se fasse de manière bilatérale entre la France et Israël. La France ne peut pas se permettre de prendre ce type de décision toute seule. Elle a un poids important au niveau européen et elle ne peut pas jouer solo sur cette question qui est si importante, puisque nous avons la libre circulation au sein de l'espace Schengen. Donc elle ne peut pas faire comme Chypre. Ce n'est pas le même poids. Bon, vous dites tous, ce n'est pas le même poids, mais tout de même, il y a des points qui sont marqués les uns après les autres. Et regardez, pas plus tard que ce soir, on a appris auprès de la radio israélienne Galei Tzahal que la République tchèque, après avoir reçu une cargaison de vaccins en provenance d'Israël, eh bien, ouvrait demain une représentation à Jérusalem. Voilà encore un exemple. Si pardonnez-moi, mon cher Laurent Siget, mais c'est quand même un coup réussi par Benjamin Netanyahou, il faut le dire. Vous allez me dire, c'est pas lui. La diplomatie Covid en action. Oui, c'est ça, c'est la diplomatie vaccin en action. La diplomatie Covid, elle est tout à fait justifiée. Bon, maintenant, la Tchéquie reste toujours un allié traditionnel d'Israël depuis très longtemps. Donc, on n'a pas eu besoin de Bibi pour avoir la Tchéquie de notre côté. La Tchéquie, elle est déjà avec Israël depuis l'indépendance de l'État d'Israël. C'est elle qui nous a fourni nos premières armes avant l'armée avant les Américains. Absolument. Donc, il y a une tradition pro-israélienne oui, mais il n'empêche, de la Tchéquie. Vous êtes tous là depuis tout à l'heure à me dire à l'unanimité, oui, c'est l'Europe qui décide ensemble, et c'est bien. N'empêche, cette Europe se fissure peu à peu, et chaque pays décide véritablement de son attitude. Il est clair que l'échec. C'est pour une caisse de vaccins qui décide. Non, pas pour une caisse de vaccins. Regardez ce qu'a fait maintenant l'Autriche l'Autriche et le Danemark sont venus cette semaine rencontrer Israël pour créer une usine qui fabriquerait maintenant des vaccins Covid. C'est un échec cinglant pour l'Europe que des pays tels que l'Autriche et le Danemark viennent s'allier à Israël pour produire des vaccins, alors que les vaccins, on aurait dû les produire en Europe depuis très longtemps. Il faut faire revenir la production de vaccins de Chine, la production de tout ce qui est... il faut imposer aux grands groupes pharmaceutiques... Les vaccins chinois, on ne se précipite pas dessus. Mais les composants, avec lesquels on fabrique les vaccins sont fabriqués en Chine. C'est un échec de politique cinglant, et il faut exiger des groupes pharmaceutiques qu'au moins 50% de la production de ces composants de vaccins soient faits en Europe. Puisque vous voyez bien que si la Chine, tout d'un coup, demain décide qu'elle ne veut plus nous vendre les réactifs, on n'en a pas. C'est pas possible. J'aimerais prendre un pas en arrière, une seconde par rapport à cette question, parce que je pense qu'il faut distinguer deux choses et on l'a un peu oublié. Il faut distinguer ce qu'on appelle la politique européenne commune, qui, elle, je pense qu'elle a du mérite, et dans ces négociations face à des compagnies, des sociétés pharmaceutiques ou à des puissances telles la Chine, cette politique commune, elle représente une force de négociation, une voie commune, pourvu que les Européens soient capables de parler avec une seule voix. Ça, c'est un thème. L'autre thème, c'est cette pression, ce stress que nous sentons sur la libre circulation en Europe aujourd'hui. Elle est une conséquence naturelle de la crise sanitaire que nous vivons. Il est normal, de la même façon qu'au intra-pays, nous cherchons à créer des zones de distinction rouge, vert, jaune, etc., pour pouvoir isoler les seuils de virus et les contenir. De la même façon, a fortiori, à l'échelle européenne, cela doit se faire. Donc le fait que l'Allemagne ferme ses frontières, le fait que... ça aurait dû être coordonné. Le problème n'est pas de protéger, que chacun protège ses ressortissants. C'est normal que la Belgique ait fermé ses frontières à un certain moment. C'est normal, mais ça doit être coordonné au niveau européen. Lydia Guirous, avec des politiques. Lydia, vous dites c'est raté, notamment pour la politique des vaccins ? Alors oui, moi c'est évidemment un raté pour l'Union européenne au niveau de la politique des vaccins, parce qu'on a vu qu'on était à la ramasse et qu'on n'a pas pu obtenir le nombre de doses que l'on souhaitait. C'est pour ça qu'il y a autant de retard en France. Israël, par exemple, a su négocier, a su mettre l'argent sur la table parce que c'était quelque chose d'indispensable et d'urgent. Et nous avons été à la traîne, nous avons tenté de faire des économies en mettant ça entre les mains de bureaucrates qui ont échoué. Et parfois, l'Union européenne manque quand même de coordination. Ça, c'est une évidence, mais elle manque aussi de stratégie pour pouvoir œuvrer pour l'intérêt de ces ressortissants. Et à un moment, je me suis quand même dit que peut-être la France aurait dû jouer sa carte pour pouvoir obtenir plus de vaccins et plus rapidement. Donc la solidarité européenne, oui, mais aussi une forme de pragmatisme de la part... Donc se détacher de l'Europe à un moment. Comme la France. C'est pas possible pour un pays comme la France. C'est pas possible pour un pays comme la France. Je vous entends. J'ai pas compris. Je dis se détacher de l'Europe à un moment dans la politique vaccinale et faire cavalier seul.
Pour un pays comme la France, c'est pas envisageable. Il y a un moment où il faut être pragmatique. Si on n'arrive pas à obtenir, les doses de vaccins, je pense qu'à un moment, la France doit pouvoir, penser d'abord à l'intérêt de ses ressortissants et essayer d'obtenir les vaccins plus rapidement possible. La Grande-Bretagne, elle l'a fait, elle a vacciné massivement. Dans quelques semaines, vous allez avoir les bars, les restaurants qui vont ouvrir en Angleterre. Vous aurez en France tout encore fermé, le confinement comme seule solution ou le couvre-feu. Je pense que les Français, à un moment, vont péter un câble en voyant ça. Si ce n'est déjà fait. Il faut parfois... Si ce n'est déjà fait. Laurent Geoffrin. Si ce n'est déjà fait. Mais il faut pouvoir avancer. Laurent Geoffrin. Il faut préciser une chose, c'est que la France a essayé de jouer la carte nationale. La France a essayé de jouer une carte nationale en favorisant le laboratoire Sanofi. Mais simplement, il s'est trouvé, manque de chance, que le laboratoire en question a misé sur le mauvais cheval et n'a pas réussi à sortir le vaccin. Donc, vous savez, ça complique un peu le raisonnement. C'est pas uniquement de la faute de l'Europe. Quand on essaye soi-même et puis qu'on échoue, après on dit mais c'est de la faute des Européens. Non, c'est de la faute de tout le monde. Laurent Geoffrin, vous qui êtes un Européen convaincu. On n'est pas un vaccin, notamment français, et l'Institut Pasteur. Vous et moi qui sommes des Européens convaincus, comment pouvons-nous admettre que l'Europe soit capable de vous donner des critères sur la fermentation du camembert, mais ne soit pas capable de produire des vaccins en Europe à l'échelle européenne? Il n'est pas normal que la plupart des réactifs pour le vaccin, soit les 90%, soient produits en Chine. Il y a un moment, il faut quand même savoir mettre un peu d'ordre chez soi. Et ça fait partie. On est capable de faire des normes sur n'importe quoi, sur la pêche à la baleine, la fermentation du camembert, mais on n'est pas capable d'imposer aux grands groupes pharmaceutiques. Sanofi a déjà la santé, quoi. Comme la santé, c'est la vie, quand même. Il faut quand même qu'on parle de ça. Sanofi, qui est le grand groupe français, a fait des milliards de bénéfices, n'arrête pas de fermer ses centres de recherche en Europe pour augmenter les bénéfices de son groupe et pour avoir plus de dividendes à donner à son groupe. Et on voit les résultats. On est obligé d'avoir du Pfizer, on est obligé d'avoir du AstraZeneca. Et maintenant, la Belgique aujourd'hui... La politique de Sanofi n'est pas liée à l'Union européenne. Mais ça doit être une politique qui est menée au niveau européen. On a ce problème. On a une Europe de... Mais on a une Europe qui fabrique des normes pour tout et parfois pour n'importe quoi, et une Europe qui n'est pas au rendez-vous quand les enjeux sont extrêmement... Et on a vu là. Alors attendez, je voudrais vous faire réagir maintenant quand même. Les enjeux sont extrêmement importants. Tout à fait. Alors regardez quand même ce qui se passe en Israël, parce qu'en France, on sait qu'il y a ce manque de vaccins, on en parle depuis tout à l'heure, mais en Israël, le corps médical, lui, ne suit pas forcément. Dernier exemple en date, c'est au prestigieux hôpital Hadassah, c'est à Jérusalem. 80 personnes ont refusé de se faire vacciner, et bien résultat, elles se retrouvent en congé sans solde. Exactement, et ce sont nos confrères du quotidien Haaretz qui nous racontent combien la situation devient impossible en Israël pour les soignants qui refusent de se faire vacciner. 80 employés de l'hôpital Hadassah à Jérusalem ont été placés en congé sans solde pour la seule raison d'avoir refusé l'injection Pfizer. Des médecins, infirmières et du personnel administratif, tous en poste jusque-là depuis plus ou moins longtemps. Un choix totalement assumé par le directeur de l'établissement, Zeev Rothstein. Au mois de janvier, il avait déjà annoncé aux employés non vaccinés que s'ils venaient travailler pendant le confinement, ce ne serait pas possible. Pour lui, les droits des patients sont plus importants que ceux du personnel, dans la mesure où, je cite, le public en état de vulnérabilité et de faiblesse doit être protégé. Il s'appuie notamment sur une nouvelle directive du ministère de la Santé israélien qui instaure que tout nouvel employé refusant d'être vacciné ne devra être embauché dans une institution médicale. Alors j'imagine que ça vous fait tous réagir. D'abord une question à l'avocat, David Jaoui. C'est bien légal tout ça? Alors, la décision, au final, on va certainement voir une décision de Cour suprême très rapidement dans les prochains jours, et on aura le cœur net. Parce que ça ne se posera pas que pour les hôpitaux. Voilà, ça ne se pose. Non, alors c'est là qu'il faut faire la distinction, parce que une mesure qui est privative de liberté, comme celle-ci, bien entendu, elle pose un problème juridique. Elle peut être justifiée dans la mesure où elle est circonscrite dans le temps et dans son champ d'action. Donc là, dans ce cas-là, nous parlons d'un secteur très spécifique qui est le corps médical. Cela se justifie pour des raisons sanitaires. Ce sont des gens qui, par leur métier, sont exposés au virus d'une part et à des personnes en état de faiblesse. Donc vous le comprenez? Moi, je le comprends. Légalement, je pense que ça tient la route et ça se justifie. Cela se rattache à un débat plus large qu'on est en train d'avoir sur la question de peut-on
obliger la population générale à se vacciner. Et là-dessus, on a déjà eu une décision d'une commission de juges qui n'est pas d'accord avec ces décisions-là. C'est la Histadrut Arefouit, le syndicat des médecins qui s'y est opposé. Mais en tout cas, dans le cas des hôpitaux, je le comprends. Et encore une fois, si je suis à la place de la direction de Hadassah, on voit que le Covid, c'est devenu la première maladie nosocomiale dans cette période. Donc c'est normal. Je me protège des potentielles actions juridiques contre mon institution. Moi qui, en général, en tant qu'homme de gauche et qui est attaché aux libertés, je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Je soutiens totalement la décision du directeur d'Hadassah. Il faut comprendre qu'à Hadassah travaillent 6500 personnes. Sur les 6500 personnes, 85 personnes ont refusé, ce qui est 1,5% du corps. Donc vous relativisez. Il faut d'abord comprendre que c'est très minoritaire et que il faut comprendre aussi qu'il y a chaque année, j'ai vérifié sur le site ce soir du ministère de la Santé, 3350 personnes meurent chaque année en Israël de maladies nosocomiales. Donc ce sont des maladies qu'on contracte lorsqu'on va à l'hôpital et avec lesquelles on en ressort avec, on n'est pas rentré avec. Donc je veux dire, déjà à la base, avant le Covid, il y a chaque année 3350 personnes qui meurent. Donc, on ne parle même pas du Covid, pas de dizaines de milliards, donc, pas d'avoir. Au fond, vous dites moins de 100 personnes, c'est pas très grave. C'est ça votre message ce soir ? Non, je dis que ça doit se comprendre dans l'esprit du corps médical. Je suis d'accord qu'évidemment, tout travail, tout secteur autre, si vous êtes avocat, que vous travaillez de chez vous, que vous n'êtes pas en contact des gens, on ne peut pas. Moi, je suis contre l'obligation du vaccin, sauf pour le secteur médical. Lorsque quelqu'un vient pour guérir, rentre dans l'hôpital pour guérir, il ne vient pas pour mourir. Si les 85 personnes en question n'ont pas compris cela, donc, il reste du travail dans l'équipe médicale. Il reste du travail dans l'équipe Boutsim pour pouvoir travailler. Pour rester tranquille à l'écart. Lydia Guérousse, parce que vous, la question va se poser en France de manière d'autant plus épineuse qu'on sait qu'il y a une forte majorité, pas de la population, mais en tout cas une grande part de la population qui est opposée à la vaccination, y compris dans le personnel soignant. Oui, le personnel soignant, vous avez un tiers du personnel soignant pour le moment seulement qui est vacciné en France. Et moi, je ne comprends absolument pas parce que je trouve ça incohérent et irresponsable. Ils sont au contact parfois de personnes qui ont la Covid, donc ils peuvent être contaminés, ils doivent se protéger. Se protéger, c'est par le vaccin. Et ils doivent aussi protéger ceux qui sont en situation de fragilité, de vulnérabilité, qui sont dans les hôpitaux, dans les EHPAD ou même dans le libéral, puisque vous avez des soignants qui vont visiter des personnes très âgées, très malades, qui sont encore chez eux. Donc c'est vraiment incohérent de leur part et irresponsable de ne pas vouloir se vacciner pour se protéger et protéger les autres, alors qu'on a quand même un moment confiné pour éviter la saturation des hôpitaux, pour éviter que le personnel soignant soit épuisé. Et donc là, on ne comprend pas. Je trouve que c'est regrettable d'en arriver à l'obligation vaccinale pour les soignants, mais s'il faut en arriver jusque-là, je crois qu'il faudra le faire parce qu'on ne peut pas continuer à avoir seulement 30%. S'agissant de la population en général, en France, la question reste un peu théorique parce qu'on n'a pas assez de vaccins pour tout le monde. Donc, de toute façon, si on décidait de rendre ça obligatoire, on ne pourrait pas le faire. Donc la question est prématurée. En revanche, sur le principe, moi je suis tout à fait favorable à la vaccination. Il faut voir le paradoxe. En France, on a une dizaine de vaccins qui sont obligatoires pour des maladies qui ne tuent personne. Et alors la maladie qui vient de tuer 80 000 personnes... Certains disent non. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. C'est quand même un paradoxe, non ? Moi, je serais curieux de savoir. C'est une très bonne remarque. Alors, je comprends que le gouvernement... Je comprends que le gouvernement hésite à rendre ça obligatoire parce qu'il craint un conflit. Je répète, je comprends que le gouvernement ait hésité parce que, d'abord, il n'y avait pas assez de vaccins. Deuxièmement, déclencher un conflit sur cette question, ça aurait été peut-être contre-productif, c'est possible. Bon, ça, c'est une affaire de gestion politique. Mais quand on réfléchit sur le principe, c'est quand même aberrant de constater que la vaccination fonctionne, que ça sauve des vies et que ça décongestionne les hôpitaux, et qu'on est encore à se poser la question de savoir s'il faut se faire vacciner ou non. Ouais. Et on marche sur la tête, là. Ouais. On marche sur la tête. En fait, moi, pour prendre un instant la position des gouvernements... Ça peut faire des petits, cette histoire d'Hadassah. Pour prendre un instant la position du gouvernement français qui se refuse à forcer la vaccination pour l'instant, il y a une logique derrière cette idée que le corps médical doit montrer l'exemple et qu'à partir du moment où ils sont en train de se vacciner forcés et contraints, ça ne va pas faciliter la confiance au sein de la population générale. Et ce qui m'amène à une prochaine question. Moi, je suis curieux de savoir, de faire un essai auprès de ces refusniks médicaux
pourquoi ils refusent de prendre le vaccin. Parce que si c'est parce que on voit ces mêmes fake news. Parce que chacun lit différemment les grilles, chacun lit différemment les chiffres, chacun a ses arguments. Mais on le voit spécifiquement sur ce vaccin-là et je me demande si c'est pas. On en parle après la pause. Qui circulent, on en parle après la pause parce que les fake news ne touchent aussi parfois une partie du domaine médical. Dans un instant, on va aussi parler ensemble de la Suisse qui a dit non dimanche à la burqa dans les lieux publics, mais plusieurs associations juives dénoncent cette décision. On en parle avec elle juste après la pause. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie. Merci de nous rejoindre avec ce soir David Jaoui, avocat, Laurent Siget, membre du parti Avoda, et à Paris, Lydia Guirous, essayiste, ainsi que Laurent Geoffrin, président du mouvement Les Engagés. Les voilà tous autour de moi. Place maintenant au grand débat des GGN. La burqa, désormais interdite dans les lieux publics en Suisse. Le pays a voté ce dimanche en faveur de l'interdiction de se dissimuler le visage. Sauf que des associations juives dénoncent une telle décision, Noémie. Oui, et c'est au nom de la liberté religieuse que des associations juives se sont jointes à des musulmans pour protester contre cette interdiction qui vise officiellement l'interdiction de se dissimuler le visage et implicitement la burqa, parmi elles la Fédération suisse des communautés israélites et la plateforme des juifs libéraux de Suisse, mais également des voix individuelles et des figures respectées de la communauté juive. Citons par exemple le rabbin Pinchas Goldschmidt, président de la Confédération des rabbins européens et originaire de Zurich, qui écrit à ce sujet « Nous craignons que ces attaques contre la liberté religieuse n'affaiblissent davantage la capacité de pratiquer sa foi, une liberté et un droit de l'homme fondamentaux pour une démocratie libérale ». Il souligne aussi de façon ironique le fait que l'interdiction survienne à un moment où la plupart des gens portent des masques contre le coronavirus. Et pour comprendre cette déclaration, et avant de vous faire réagir les uns et les autres à Paris et Tel Aviv, nous sommes en direct avec le vice-président de la Fédération suisse des communautés israélites, Rav Friedlander. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur et bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, c'est très plaisir. Je vais vous poser la question. Des juifs qui dénoncent l'interdiction de la burqa et de la dissimulation du visage, pardonnez-moi, mais ça a de quoi surprendre. Pourquoi dénoncez-vous ce vote ? Parce que justement, c'est une infraction à la liberté religieuse. Nous estimons que celle-ci doit être totale et nous sommes par conséquent inquiets de ce vote qui a été lancé par un parti de droite populiste. Et nous craignons que, suite à une restriction de certaines parties de l'islam qui demandent le port du voile intégral, le niqab ou la burqa, que ce soit ensuite le cas d'autres restrictions à la liberté religieuse et peut-être même contre les juifs. Je rappelle simplement qu'en 1893, les Suisses ont voté pour l'interdiction de l'abattage rituel. La shechita a été interdite en Suisse avec une initiative de vote populaire. Donc, nous estimons que c'est un pas dans la mauvaise direction. Nous comprenons les motifs, mais nous estimons que ça ne porte pas au but souhaité, qui est celui mais donc ça veut dire, M. Friedlander, qu'il y a un paradoxe aujourd'hui, juifs religieux et femmes voilées font cause commune. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est simplement qu'on ne veut pas une obligation de vestimentaire dans la Constitution suisse. Ce n'est pas le bon moyen. Il faut sensibiliser, il faut que la liberté individuelle se développe, mais sans une interdiction. C'est un peu un paradoxe que de vouloir défendre les libertés avec une interdiction. Alors, je vous remercie déjà d'être avec nous pour qu'on essaie de comprendre un petit peu la motivation de votre appel et j'aimerais faire réagir nos grandes gueules. Je vais commencer par Lydia Guirous parce que Lydia, faire tomber les voiles, c'est l'un des combats de votre vie. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous réagissez justement quand vous entendez cet appel après ce vote en Suisse qu'à mon avis, vous soutenez?
Oui, bien sûr, je salue ce vote en Suisse. La Suisse rejoint ainsi la France pour essayer de libérer les femmes, surtout de la burqa. La burqa qui efface totalement le visage des femmes, qui met un grillage devant les yeux des femmes. Et donc, c'est vraiment un pas en avant vers la liberté et leur émancipation et leurs droits. La burqa n'est pas musulmane. La burqa, c'est les islamistes en action. Et donc, je trouve ça regrettable que des associations juives se rendent complices de ceux qui les haïssent. Parce que ces personnes, en réalité, suivent la charia. Et dans la charia, il est quand même indiqué comment il faut tuer des juifs. Donc je ne comprends pas comment on peut soutenir de telles associations, comment on peut être contre une telle décision quand on est juif. Et surtout, attention, ne soyez pas instrumentalisés par les islamistes qui sont très forts pour renverser les choses, pour manipuler, pour instrumentaliser. Restez vigilants. Et encore une fois, ce n'est pas une atteinte à la liberté religieuse, c'est une façon de lutter contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme et contre ceux qui veulent effacer les femmes de l'espace public et atteindre à leur dignité. Laurent Siget. Je suis quand même un peu étonné de la position de nos coreligionnaires suisses. C'est quand même un peu effrayant cette position parce que je comprends que vous soyez traumatisés de l'interdiction de l'abattage rituel. Nous faisons face en Belgique au même genre de problème et je suis tout à fait... Je comprends tout à fait que ça puisse poser des problèmes à toute personne qui souhaite manger cachère et qu'il y ait des intérêts communs avec les communautés musulmanes, ça ne me dérange pas. Mais tout de même, lorsque vous parlez de liberté religieuse totale, si demain on exigeait dans une religion quelle qu'elle soit la lapidation des femmes ou la décapitation des infidèles, je suppose que vous ne seriez pas en faveur d'une liberté totale de la religion. Donc, je veux dire, ce genre de position est un peu ridicule. Et franchement, lorsque vous savez que la burqa, d'abord, c'est un habit afghan. C'est un habit qui a quand même un symbole. D'abord, on ne voit pas le visage. Ne pas voir le visage d'une personne, c'est interdit. Ce n'est pas une question de liberté, c'est interdit dans tous les pays du monde. On ne peut pas laisser des gens se voiler totalement la face et ne pas permettre à une autre personne de les voir, que ce soit pour des motifs religieux, pour des motifs... Même les gens qui font des manifestations, qui se cagoulent, c'est aussi interdit maintenant en Suisse. On parle de la burqa, mais on ne parle pas aussi des gens qui font des manifestations cagoulées. Ça aussi, c'est interdit en Suisse. Je ne vous ai pas entendu prendre position sur l'interdiction de la cagoule dans les manifestations, qui pourtant est aussi une liberté qui devrait vous être chère, puisqu'on a le droit de manifester. Franchement, en tant qu'organisation juive, c'est honteux. Lorsque j'entends le grand rabbin qui compare le masque avec la burqa, franchement, c'est du grand guignol. Et franchement, je serais honteux à votre place de représenter une communauté telle que la vôtre. Bon, Monsieur Friedlander, je vous donne la parole parce que vous avez compris que cette position interpelle. Je vais être poli et je vous laisse évidemment nous expliquer votre position. Merci beaucoup. Alors écoutez, je crois que c'est simplement naïf de croire qu'une interdiction suffit à défendre les droits individuels et les droits des femmes. Ça peut au contraire crisper et faire le contraire. Donc, toute interdiction crispe. Toute interdiction crispe. Lorsqu'on interdit quelque chose, ça crispe. Attendez, laissez-le terminer. Il faut avoir des positions. Laissez-le terminer. Bien sûr. Raph Friedlander. Laissez terminer Raph Friedlander, c'est notre invité. Raph Friedlander. Merci beaucoup. Écoutez, c'est simplement nécessaire que ce soit un développement depuis l'intérieur, depuis les personnes concernées elles-mêmes. Certes, comme vous avez dit, c'est un courant extrêmement minoritaire en Arabie Saoudite et en Afghanistan qui demande le voile intégral. Et c'est un problème extrêmement petit. Et ce n'est pas avec l'interdiction. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec vous sur le principe, mais pas sur la méthode. Mais non, mais c'est justement ça, c'est parce que c'est minoritaire. C'est justement, monsieur, parce que c'est minoritaire qu'il faut tuer ça dans l'œuf. Il faut tuer ça dans l'œuf quand c'est minoritaire. Lorsque vous aurez 10% de la population qui voudra mettre la burqa, vous ne pourrez plus rien faire. Donc il faut le tuer, il faut tuer le phénomène maintenant dans l'œuf, quand c'est petit. Et dire parce que c'est petit, il faut laisser faire. Ah non, ça commence. Non mais ce que dit Raph Friedlander au fond, c'est la suite. En fait, ce qui vous fait peur, si je comprends bien le fond de votre pensée, monsieur Friedlander, c'est que le problème, c'est pas ce qui a été voté dimanche, c'est ce qui pourrait être voté par la suite. Qu'est-ce qui vous fait peur? Toute restriction de la liberté religieuse. Par exemple, dites-moi quelle est votre prochaine crainte pour la communauté juive? Ça peut être l'interdiction de porter la kippa comme je la porte, ça peut être n'importe quelle autre interdiction. Et c'est pour ça que c'est par le respect de ces minorités. Et
C'est toujours ce qu'avancent les islamistes pour éviter qu'on... qui permettent à toute femme qui se sent opprimée de réagir. Nous avons des lois qui défendent les libertés, et c'est-à-dire que si une femme est sous pression de mettre quelque chose qu'elle ne veut pas mettre, elle pourra se défendre de toute façon. Donc nous disons simplement que par quel moyen, par des moyens juridiques que son mari lui interdira. C'est une vision. Par qui elle pourra se défendre? Elle pourra se défendre comment, monsieur? J'ai pas compris par quel interdiction. Parce que vous pensez que l'interdiction amène plutôt à une réaction. C'est une idéologie qui a derrière ça. C'est une idéologie de conquête. Bien. Laurent Geoffrin veut réagir à Paris. On va passer la parole. C'est une idéologie de conquête. Oui, je voudrais dire une chose. Il y a une erreur dans le débat qui est en train de s'installer, c'est que dans la loi française, en tout cas, quelles que soient les arrière-pensées de ceux qui soutiennent la loi ou qui l'ont fait voter, il n'y a aucune motivation religieuse. Il faut le rappeler. C'est l'interdiction de se couvrir le visage dans l'espace public. Oui, pour des raisons notamment pour des contrôles d'identité. Et pour des raisons sécuritaires. Notamment, on a constaté qu'un certain nombre de gens portaient des cagoules et que ça leur permettait d'échapper à la police. Ou on a constaté aussi qu'un certain nombre de terroristes se déguisaient en femmes voilées pour éviter d'être reconnus. Donc la motivation légale, juridique, la justification de la loi n'est pas religieuse. Et on n'attend pas de la loi qu'elle fasse reculer l'intégrisme. Ce serait ridicule de dire ça. Ça ne fait ni reculer ni avancer. C'est simplement une loi d'ordre public. Il faut pouvoir identifier les gens. Et c'est la même chose. Oui, mais c'est une bonne justification. Laissez-moi terminer. C'est une bonne justification. Et deuxièmement, il y a en France une loi qui interdit le foulard dans les salles de classe. Cette loi n'est pas non plus dirigée contre une religion en particulier. Elle est dirigée contre le prosélytisme auprès d'élèves qui sont en généralement mineurs dans l'enseignement secondaire. Donc il y a aussi une justification qui n'est pas seulement de lutter contre les musulmans ou contre les intégristes musulmans. C'est une loi d'application générale. C'est la même chose pour les piscines. Il y a des lois d'hygiène dans les piscines. Il est interdit en France de modifier ces lois d'hygiène pour des raisons religieuses. C'est pour ça que le burkini dans certaines piscines n'est pas autorisé parce que c'est considéré comme contraire aux lois hygiéniques. Oui, mais on se demande Laurent, pardonnez-moi, mais on se demande parfois si c'est pas un prétexte particulier. On n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que c'est pas un prétexte justement d'avancer des arguments hygiéniques? C'est justifié. Mais oui, mais si ça avait été justifié différemment, ça aurait été cassé par le Conseil constitutionnel. En fait, il fallait trouver une justification pour que ça passe et pour pouvoir faire... Non, c'est pas pour que ça passe, c'est pour que ça soit légal. Pour que ce soit légal, pour que ça passe, pour qu'on puisse faire reculer aussi les atteintes aux droits des femmes, à la dignité des femmes. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège des islamistes qui consiste toujours à mettre sur un pied d'égalité niqab, kippa ou croix pendentif autour d'un cou. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que je dis dans mon livre, ça n'a rien à voir avec l'islam face à l'islamisme. Réveillons-nous, enfin, ça n'a rien à voir. L'un est prosélyte, couvre la tête de la femme de la tête aux pieds, l'autre est un pendentif ou alors une petite chose au-dessus de la tête. Si vous voulez qu'une kippa soit aussi prosélyte qu'un niqab ou une burqa, il faut qu'elle fasse la taille d'un parasol et que la croix autour du cou, elle soit aussi grande que la personne. Donc ça n'a strictement rien à voir, ça c'est de la rhétorique des islamistes pour éviter que l'on mette en place des lois. Et il y a un autre élément, c'est aussi la question de l'identité et de la culture européenne. C'est une civilisation, elle doit se faire aussi respecter et en France, en Europe, les femmes ne vivent pas cachées et ne vivent pas dans des cages ambulantes. Donc je crois que c'est une forme de sursaut, de réveil, de réarmement culturel que l'Europe est en train de commencer à entamer. La France a été et en plus de ça, au Maroc, il est interdit de produire, il est interdit de fabriquer une burqa et interdit de fabriquer et interdit de porter David dans un pays qui est quand même musulman. Parce que est-ce que vous manifestez une forme d'empathie parce que vous avez porté la kippa? Alors, est-ce que vous pouvez comprendre un petit peu je vais dire une chose. Son idée qui est la sienne, à savoir, ça commence par les femmes en burqa, ensuite ce sera les juifs à kippa. Tout à fait. Alors, je comprends le raisonnement qui a poussé votre organisation à prendre la position qu'elle a prise.
Et j'ai été le premier à souligner, si vous voulez, les erreurs des lois du type celles qui ont été faites en France pour lutter contre un phénomène très précis qui était le cache que portaient les femmes musulmanes. Et pour essayer pour que ça passe, on a essayé de faire des espèces de lois générales sur la laïcité. Donc je suis le premier à critiquer cette méthode-là. Mais là, et en tant que juif qui portait la kippa dans une école publique à qui on dit je ne peux pas porter ta kippa, donc je comprends ce que vous dites. Mais malheureusement, je suis obligé de rejoindre mes compagnons ici. Votre raisonnement, monsieur le rabbin, je suis désolé de vous le dire, ne tient pas la route. Vous avez évoqué l'origine de cette loi qui est une proposition d'un organisme de droite, certes, mais il a été repris par les féministes et la gauche. Et la gauche, ça passe pas. Vous avez parlé du fait qu'on ne veut pas faire des codes vestimentaires mandatés par l'État en Suisse. Si vous vous promenez en slip au milieu de Genève, vous vous ferez arrêter par les flics. Vous avez déjà des codes vestimentaires en place. Sauf s'il est propre. Donc vous avez déjà des codes vestimentaires en place. À un moment, il faut essayer d'être cohérent. Et je vais vous dire une chose, moi ce qui m'inquiète vraiment, c'est que votre argument de la pente raide, c'est-à-dire aujourd'hui ils interdisent la burqa, demain ils vont interdire la kippa, elle me donne l'impression peut-être que vous avez peur de ne pas être capable de défendre vous-même vos positions religieuses. Et là, on a un vrai problème. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Si la Suisse décide d'interdire l'excision, est-ce que vous allez dire la circoncision, ouais. Non, l'excision, est-ce qu'il aura peur pour la circoncision? Est-ce que monsieur le rabbin va dire non, ok, laissez-la parce que sinon ils vont interdire la circoncision? Question intéressante. Vous devez être capable de faire la distinction des choses. Bon, monsieur Friedlander, répondez parce que c'est intéressant. Au fond, c'est votre raisonnement qui remet en question. Il y avait un raisonnement. Le raisonnement est juste et se base sur le respect des minorités religieuses et des faits que certaines personnes, hommes et femmes, décident de s'habiller d'une certaine façon et qui doivent être libres de le faire, bien que, évidemment, nous sommes opposés à toute forme d'oppression et à toute forme de radicalisation. Mais ce n'est pas le bon système que d'interdire. Je rappellerai simplement que plusieurs organisations féministes et de gauche en Suisse étaient contre cette initiative exactement pour ces raisons, simplement parce qu'elle n'amène à rien, elle n'amène pas au résultat. Mais des idiots utiles dans le féminisme, il y en a. Et c'est ça qui est critiqué. Et bien sûr que nous allons défendre nos libertés religieuses et que nous sommes convaincus d'en être capables, mais on ne veut pas réagir uniquement quand ça nous concerne directement. Quand certaines parties, et on l'a dit, minoritaires, sont attaqués, c'est justement dans la défense de ces minorités qu'on reconnaît un État libéral, un État ouvert qui permet... Monsieur Friedlander, vous faites complètement fausse route. Vous parce défendez que si des pays, vous ne reconnaissez pas à l'Europe son identité judéo-chrétienne qu'il faut quand même respecter. Des gens qui sont venus de l'extérieur doivent respecter le fait que l'Europe soit avant tout et une identité judéo-chrétienne. Si le Maroc interdit la burqa, l'Algérie interdit la burkini, la première chose qu'ont fait les Afghans lorsque les talibans se sont pris une claque dans la gueule, je m'excuse de parler vulgairement, mais parce que ça commence à m'exaspérer. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a compris. C'est d'enlever la burqa. Et vous nous parlez de liberté. Mais quelle liberté on fait? Monsieur Friedlander, pardonnez-moi. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Friedlander, il faut qu'on avance. Laurent, on a compris votre message. On a compris. Si on ne peut plus se faire circoncire en Suisse, si on ne peut plus manger cachère en Suisse, et si on ne peut plus porter la kippa en Suisse, faites vos valises. Bon, monsieur Friedlander, une dernière question après cette sortie de Laurent Siget. Aujourd'hui, et sur cette antenne, vous représentez la Fédération suisse des communautés israélites et la plateforme des Juifs libéraux de Suisse qui ont signé ce communiqué. Que dit le reste de la communauté juive suisse aujourd'hui? Ils sont d'accord avec vous sur cette position-là? Alors, nous n'avons pas fait une enquête auprès de tous nos membres pour savoir exactement quelles sont les positions. Oui, ça veut dire mais en tout cas, il y a effectivement une crainte qu'aujourd'hui c'est contre les musulmans et demain c'est contre les juifs. Donc cette crainte-là existe et c'est pas contre les musulmans, la burqa n'est pas musulmane, ce sont des intégristes. Afghans. Ne faites pas d'amalgame. J'ai bien compris, madame, je suis d'accord avec vous. C'est des intégristes, des islamistes. On vous a entendu chacun. Non, mais ça a son Lydia, on vous a entendu chacun. Vous êtes d'accord avec moi? On vous a entendu chacun. Je suis d'accord avec vous qu'il s'agit d'une forme particulière, mais c'est
on surmontera cela, non pas par une interdiction, mais par un État libéral. Car ces mêmes intégristes vont dire, vous voyez, les Européens ne sont pas véritablement ouverts, ne sont pas véritablement démocratiques, ils interdisent certaines choses. Et ça va... Non, ils protègent l'essence de leur... On a compris vos avis aux uns et aux autres. Vous pouvez défendre des valeurs libérales grâce à un État de droit. Merci beaucoup. De partir dans un libéralisme excessif. Ralph Friedlander, je voudrais remercier d'avoir été avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Débat compliqué, mais au moins on a entendu chacun des points de vue. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération suisse des communautés israélites. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dernier sujet ce soir pour les 10 minutes qui nous restent, sujet diplomatiquement incorrect. Diplomatie et sport ne font pas toujours bon ménage. Et oui, mon cher Laurent Siget, en 2022, le Qatar accueille la Coupe du Monde de foot, sauf que, selon les ONG, plus de 6500 ouvriers sont morts sur le chantier. Il n'empêche, pour le président de la FFF, Noël Le Graët, les Bleus iront jouer sur place en cas de qualification. Et oui, c'est le président donc, de la Fédération française de football, comme vous l'avez dit, qui a évacué l'hypothèse d'un boycott dans un entretien accordé à l'AFP. Voici un extrait de ses propos. Le Qatar a été désigné depuis longtemps par des gens responsables. On ne va pas aller sur une remise en cause à 1 an de l'organisation. La France sera présente au Qatar si elle se qualifie. Cette question qui fait polémique depuis quelques jours, et notamment depuis les révélations du Guardian, qui a affirmé que plus de 6500 ouvriers étrangers étaient morts lors des préparatifs du mondial prévu donc au Qatar en décembre 2022. Alors, certains vont me dire c'est de la réelle politique, d'autres vont me dire c'est peut-être l'occasion de se réveiller. Laurent Geoffrin, je vais commencer avec vous. Est-ce moral pour le pays des droits de l'homme de jouer au foot dans des stades construits, on peut le dire, par des sortes d'esclaves modernes ? Non, c'est immoral, mais je constate malheureusement que les boycotts en général n'ont pas bien fonctionné en matière sportive. Donc je me demande si c'est une arme extrêmement utile. En revanche, ce qui serait utile, c'est qu'au moment de la cérémonie, ou au moment de un peu avant, ou pendant le déroulement de la compétition, la question du sort de ces ouvriers soit portée à la place publique et que tout le monde soit bien au courant de ce qui s'est passé et des victimes qui ont été nécessaires pour construire ces stades. Ça serait utile, ça. Je ne suis pas sûr que le boycott fonctionne. Donc vous dites, s'il fallait aller jouer au football uniquement dans les pays démocratiques, ça limiterait beaucoup les compétitions, vous voyez. Ouais. Laurent Siget. Mais c'est de nouveau très hypocrite comme position, parce que je ne veux pas faire du nombrilisme en parlant toujours d'Israël, mais lorsqu'Israël construit une demi-colonie de peuplement, et je ne suis pas, vous savez, vous connaissez ma position, je fais partie de la gauche israélienne, donc je ne suis pas favorable à la construction de colonies de peuplement, mais lorsque Israël construit une demi-colonie de peuplement, on a des réunions de l'ONU pour prendre des grandes décisions. Lorsqu'il faut boycotter un pays comme le Qatar, où il y a 6500 morts, c'est d'ailleurs très bien qu'ils aient gagné, parce que maintenant vous savez qu'il y a des esclaves, parce qu'il y a toujours des esclaves au Qatar. Ça fait longtemps ça a aidé à médiatiser ça. Bien entendu, ça fait longtemps que les Philippines et les gens qui viennent des pays d'Afrique et des pays d'Asie du Sud-Est sont les boniches de toute la clique qui se trouve au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis et tout ça, et qu'on leur prend leur passeport et on les empêche de revenir, et il y en a beaucoup qui se défenestrent. Ce sont des phénomènes qui existent depuis très longtemps. On fait quoi? On fait rien. De faire les David Zaoui, la France aujourd'hui à ce point-là, les poings liés avec le Qatar. La France seulement. Et quid de la Belgique, quid de l'Angleterre, quid des États-Unis? Pourquoi que la France? Parce que je vous rappelle qu'au moment de l'année de Pékin, à Paris, il y avait eu des manifestations, il y avait eu des rassemblements, il y avait eu des choses. Quand vous parlez de la France et Qatar, vous repartez dans cette espèce de romance, ce secret de Polichinelle, cette romance bizarre qu'il y a entre ce pays-là et nos grands dirigeants étatiques en France. Surtout les dirigeants du foot, parce qu'on dit que le Qatar a acheté aussi. Il n'a pas seulement été nommé, il a acheté aussi des votes. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de rentrer dedans. Mais concrètement, certainement, il y aura des grands discours. Je suis certain que certains politiques français en profiteront pour en parler. Peut-être que ça médiatisera la question. Compter sur le Qatar pour changer quoi que ce soit sur la base de cela, je pense que c'est... Non, mais comme disait Laurent tout à l'heure, si le quart de cette compétition avait lieu en Israël, la moitié de la planète sortirait l'argument des droits de l'homme pour pas venir. Bien sûr. Tout à fait. Il y a des gens qui vous expliquent. Heureusement, on a eu l'Eurovision il y a quelques années, on est content, voilà, tout va bien. Mais c'est de l'hypocrisie. Lydia Guérouz, vous aussi vous dites qu'il faut y aller tout de même?
Vous aimez le foot? Je pense Vous aimez le foot ou pas? qu'ils iront. Mais est-ce que vous irez en burqa? Est-ce que vous irez en burqa voir un match? Non, mais ce genre, je vous propose de la mettre, vous, si ça vous intéresse. Déjà, je trouve ça un peu étrange que ce soit au Qatar. J'ai pas l'impression que le climat soit très favorable à une compétition sportive. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs de l'équipe de France fassent un geste politique très symbolique pour un peu comme ce qui a été fait au Mexique, il me semble, en 1968, avec ces deux athlètes noirs américains qui avaient levé le poing. Sur le podium avec un gant noir pour essayer d'éveiller les consciences du monde sur le sort des Afro-Américains et je trouve que ça serait beau de la part de l'équipe de France d'avoir ce type de geste qui pourrait dire au monde entier que la Norvège a déjà annoncé son intention de ces personnes qui sont mortes et que le Qatar doit aussi commencer à changer une partie de son droit du travail. Et c'est très juste ce que vous disiez, monsieur, sur les esclaves modernes qu'il y a dans les grandes familles qataries où on leur retire leurs papiers, elles n'ont plus aucun droit, elles n'ont plus aucun moyen de retourner dans leur famille. Donc je rêve que les joueurs de l'équipe de France, qui parfois aiment faire de la politique, le fassent à ce moment-là. Qu'ils fassent un geste. Bien, et bien regardez. D'autres équipes. Regardez, parce qu'on vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter, sur Instagram, on vous a demandé l'équipe de France doit-elle boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Et la question a été posée aux fans de foot qui nous regardent, parce que certains répondent avec la mort dans l'âme. Eh bien, 59% oui, 41% non, Noémie. C'est étonnant, ça, comme résultat. On voit que c'est pas forcément très tranché, qu'il y a des avis très différents des deux côtés. Non, ça c'est très tranché, ça c'est même très étonnant par rapport à... Moi, je suis franchement étonné de ce résultat. Mais la Norvège la Norvège a annoncé, visiblement la Norvège a annoncé son intention de boycotter. En faveur du maintien. Comme quoi? Encore un petit pays qui peut se permettre. Oui, mais à chaque fois, vous mettez ça à la taille du pays. Pardonnez-moi, mais c'est justement les grands pays. On le dit en anglais. Size matter, la taille compte, mais même dans ce genre de. Oui, mais pour vous, c'est l'inverse. Pour vous, c'est la petite taille qui permet de faire des choses. Ah, c'est tout à fait ça. Non, on parle de pays et de diplomatie. Merci beaucoup, Laurent Siget, David Jaoui. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, d'avoir été avec nous. Merci, Lydia Guirousse. J'ai parlé en début d'émission de vos ouvrages qui sont à nouveau en librairie, l'ancien et le nouveau. Et restez avec nous dans un instant sur i24 News, un numéro de défense très particulier en compagnie de Mathias Inbar, puisque c'est un numéro spécial consacré aux 10 ans du Dôme de Fer. À toutes et à tous, très très belle soirée. Et nous, on se retrouve demain soir, 20h, pour les grandes gueules.